aujourd'hui pour ce premier webinaire qui est organisé donc en partenariat par Nantes Métropole, Alizé et Novabuild. Donc c'est le premier format de ce type. Il y en aura un autre le 15 décembre sur la même formule, à savoir entre midi et 13 heures. On va essayer d'être pragmatique, efficace, de répondre le plus possible à vos questions, à vos enjeux sur un sujet qui est d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas un seul média sans entendre parler de crise énergétique. L'enjeu est donc aujourd'hui de voir ensemble comment faire face à cette crise énergétique dans une temporalité relativement courte. Ce sera l'objet de notre introduction pour passer en revue aujourd'hui les points d'actualité. Et puis dans une temporalité aussi court, moyen, long terme pour se poser les bonnes questions autour de la rénovation énergétique, de ses enjeux, de ses impacts, de ses intérêts. Et donc l'idée de balayer ça ensemble. Je me présente, moi je suis Marion Gégaud, je travaille à la direction entreprise et économie responsable de Nantes Métropole et je suis accompagnée par Fanny Lheureux qui va être notre maître du temps, qui travaille donc dans la même direction, qui a évidemment co-organisé ce webinaire, qu'on remercie beaucoup, et qui sera aussi la personne qui sera nos yeux sur le chat. Donc si vous avez des questions, on va séquencer en fait le temps là en trois grandes parties. Au terme de chaque partie, on vous invite vraiment à poser toutes vos questions. Et puis, on prendra le temps, évidemment, d'y répondre. Et c'est donc Fanny qui se permettra de nous couper s'il y a une question ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous le disais, ce webinaire est organisé donc en partenariat avec Alizé, qui est donc le bras armé de Nantes Métropole sur l'accompagnement des entreprises, sur la maîtrise de l'énergie et la rénovation énergétique de ce qu'on appelle le petit tertiaire, donc plutôt les moins de 1000 mètres carrés. Et donc, la présence à noter également de Novabuild, qui du coup plutôt spécialisé sur les gros, donc les plus de 1000 mètres carrés, et qui nous fera un point notamment sur le décret tertiaire, cette épée de Damoclès qui plane un petit peu au-dessus des têtes des acteurs économiques que vous êtes, et qui est très séquencé dans le temps. Donc, on en verra ensemble les obligations, mais aussi les opportunités, évidemment. On ne se voyait pas commencer ce webinaire autour donc de la maîtrise de la consommation énergétique et de la rénovation des bâtiments sans vous faire un petit point d'actualité. Effectivement, et puis vous expliquer aussi pourquoi Nantes Métropole souhaite se positionner à vos côtés sur ces questions d'énergie et de rénovation énergétique. La politique publique de Nantes Métropole, elle s'organise autour de différents documents cadres, notamment sur le plan de la transition énergétique, du plan climat air énergie qui fixe des objectifs à horizon 2020, donc ils sont passés 2030 et 2050, qui sont relativement ambitieux autour des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie par habitant. S'agissant de ce dernier point, la consommation d'énergie par habitant, on a aujourd'hui sur le territoire réussi à identifier les grands postes émetteurs donc, de consommation énergétique. Et donc, vous voyez par le petit graphique là, qui est normalement présent à votre écran, qu'en gros, la répartition se fait sur l'ordre de 50% des consommations énergétiques et donc dévolues aux ménages et 40% aux entreprises. On a un vrai enjeu donc pour travailler ensemble sur la transition aussi du monde économique pour ces questions effectivement d'énergie et de rénovation énergétique, puisque l'enjeu des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre réside essentiellement aussi sur ces questions de maîtrise et de rénovation. Et en plus, il s'avère qu'au-delà des enjeux qui ne sont plus à démontrer, on a une actualité de crise énergétique qui nous met effectivement la réalité de plein fouet et qui se traduit pour vous en tout cas, par des difficultés qui peuvent être quotidiennes que vous avez certainement subies, à savoir notamment l'explosion de vos factures énergétiques avec des variations journalières sur les prix de gaz et d'électricité qui sont énormes. On le sait, des risques de chômage partiel, de faillite. Bercy a mis plus de 300 entreprises du territoire national sous surveillance avec un risque qu'elles ne passent pas l'hiver. Donc effectivement, c'est une réalité qui est prégnante pour vous tous et pour lequel les aides financières, en tout cas qui ont été mises en place par l'État, peuvent être une forme de réponse. On voulait vous faire un petit focus sur l'aide d'urgence qui a cours jusqu'au 31 décembre 2022, qui s'adresse aux entreprises qui sont fortement dépendantes justement au prix de l'énergie, plus précisément pour celles qui ont plus de 3% de leur chiffre d'affaires qui passent en facture de gaz et d'électricité. Il y a une aide d'urgence qui est mise en place par l'État et on vous invite vraiment, si vous êtes concerné, à faire le nécessaire pour pouvoir la capter avant le terme aujourd'hui affiché, qui est donc au 31 décembre à la fin de l'année.
Donc ça, c'était pour, on va dire, les gros consommateurs. Et puis, effectivement, les petits consommateurs étaient un peu les oubliés. Il y a certes le bouclier tarifaire, mais les PME et TPE que vous êtes n'entrent peut-être pas forcément dans ce cadre-là. C'est pourquoi l'amortisseur électricité a été en tout cas annoncé et va être mis en place à partir du 1er janvier 2023. Et il concerne toutes les entreprises qui ont un compteur électrique d'une puissance de 36 kVA. Donc effectivement, voilà, on est un peu au-dessus de ceux qui sont visés par le bouclier tarifaire et on est en dessous de ceux qui sont visés par l'aide d'urgence. Donc c'était un peu le trou dans la raquette qu'aujourd'hui l'État entend combler avec cet amortisseur électricité, et qui consistera donc à prendre en charge une partie de la facture d'électricité, la partie qui n'est pas régulée en fait par ce qu'on appelle l'Arenh, qui est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il y a une partie qui est variable selon les fournisseurs. Et c'est sur cette partie-là, en fait, qui est variable, que l'État va prendre en charge donc 50% des surcoûts qui vont dépasser le prix de référence qui a été défini à 180 € le mégawattheure. Ce qui est intéressant dans cette aide, c'est que vous n'avez pas de démarche à réaliser et qu'en fait, elle va être calculée automatiquement sur la base de votre facture. Et donc, votre facture que vous allez recevoir dès janvier prochain, elle sera allégée de cet amortisseur électricité qui aura été calculé donc automatiquement. Aujourd'hui, l'État annonce donc une mise en vigueur de cette aide pour 1 an, donc jusqu'à la fin 2023. Et l'actualité fait état aussi, et là vous en entendez certainement beaucoup parler, des risques en fait avérés sur l'approvisionnement en électricité notamment. Donc selon des informations de RTE et puis aussi des nouvelles circulaires là, du préfet, nous avons quand même un petit peu plus d'informations à vous transmettre sur la façon dont ces délestages, donc c'est le terme qui est dévolu à définir ces coupures d'électricité, comment le délestage risque de s'organiser, sachant qu'évidemment, c'est la mesure ultime. L'appel aux éco-gestes quotidiens, à la baisse effectivement des consommations est renouvelé des vœux de tous, hein, de tous les acteurs publics. Elle appelle à la conscience collective pour éviter d'en arriver à cette extrémité-là. Néanmoins, on sait que le mois de janvier va être quand même le mois le plus à risque. Là, on voit aussi la rigueur hivernale qui commence à s'instaurer un petit peu plus, hein. Donc clairement, on a quand même un risque qu'il ne faut pas nier. Ces délestages interviendront sur les jours ouvrés uniquement, pas les week-ends, pas les jours fériés, et essentiellement sur les créneaux d'heures pleines en fait, hein, ce qu'on appelle le créneau 8h-13h et les créneaux 18h-20h. En l'occurrence, RTE nous explique qu'il s'agira de coupures tournantes, c'est-à-dire que si tant est qu'il y ait une coupure dans un secteur géographique défini, cela n'excédera pas les 2 heures. Un secteur géographique, en fait, c'est pas forcément une commune, hein, c'est en fait une poche pavillonnaire qui accueille aussi des entreprises. Donc, il y a des habitants qui sont concernés, il y a des entreprises dans cette poche. Et donc, voilà, par tranche de 2 heures, il risque d'y avoir des coupures sur chacune des poches et ça va être tournant, en fait, comme ça. Donc, c'est les modalités qui nous sont expliquées. Il faut savoir, ça peut être très ennuyant, au-delà du fait que tout ce qui fonctionne à l'électricité ne fonctionnera plus par définition pendant ces 2 heures. On aura aussi de fait une interruption des communications électroniques, donc tout ce qui est quand même téléphonie mobile et fixe, qui peut être vraiment entravante aussi évidemment pour vos activités. Nous aurons donc des modalités de prévenance qui vont s'échelonner donc de la façon suivante. À J-3, il y aura une annonce en fait par Enedis que il commence à y avoir beaucoup de tensions sur les réseaux électriques. Mais on n'aura pas des précisions sur les secteurs qui pourraient être éventuellement concernés par un délestage. Vous, les entreprises, il est normalement prévu que vous receviez une information par mail ou par SMS de la part d'Enedis à J-3 pour vous dire attention, voilà, on est en orange, voire en rouge, et il risque d'y avoir une coupure dans 3 jours. À J-1, sur les coups de 17 heures, il y aura une confirmation donc, du délestage, si effectivement on n'a pas réussi à résorber en fait la tension sur le réseau électrique, et vous aurez des précisions sur les secteurs concernés. En l'occurrence, il est prévu qu'Enedis envoie un mail et un SMS aux entreprises qui sont concernées par le secteur géographique qui sera coupé le lendemain. Donc, soit sur un créneau 8h-13h, soit sur un créneau 18-20h. Vous avez aussi la possibilité de voir exactement le secteur géographique qui sera concerné en vous rendant sur le site d'Enedis, coupure-temporaire.enedis.fr.
Vous entrez en fait votre adresse et bien, il vous sera précisé, votre adresse postale, pardon, il vous sera précisé si vous êtes concerné, si votre secteur géographique est concerné par une prévision de délestage au lendemain. Évidemment, il y aura des clients prioritaires qui seront épargnés, typiquement les hôpitaux et tout ce qui a trait à la défense nationale. Donc évidemment, pour en arriver à cette mesure ultime, le levier, c'est de consommer moins et puis c'est de consommer aussi au meilleur moment. C'est pas toujours très simple. En attendant, vous en avez certainement entendu parler puisqu'il y a plus de 10 millions aujourd'hui de téléchargements de l'application EcoWatt, mais c'est vraiment un outil qui est fiable, il n'y a rien à vendre sur cet outil. C'est un outil donc de RTE, de l'ADEME, de l'État, donc qui est vraiment qui a simple vocation à vous donner de l'information et à voir en fait en temps réel quel est l'état du réseau électrique et s'il est effectivement sous tension ou si on est plutôt sur une consommation raisonnable qui rend le jour soit vert, soit orange quand ça commence effectivement à devenir tendu. Et là, quand on est en rouge, eh bien, nous avons le risque à craindre que le délestage puisse intervenir donc 3 jours après. Donc, effectivement, encore une fois, pour en arriver là, les éco-gestes, la responsabilité collective, donc consommer moins. Pour ça, RTE propose une charte aux entreprises afin que, effectivement, elles puissent s'engager sur des actions de modération ou de décalage des consommations d'électricité, évidemment, quand c'est possible. Comment aussi sensibiliser ses salariés en tant qu'employeurs et aussi, évidemment, auprès de ses interlocuteurs privilégiés, typiquement les clients, les partenaires, les fournisseurs, les adhérents, enfin voilà, pour relayer le message et la nécessaire pédagogie au maximum. Voilà, moi j'en ai fini. Je ne voulais pas passer beaucoup de temps sur cette actualité dont vous en entendez beaucoup parler. Juste vous donner peut-être, je l'espère, des modalités un petit peu précises, plus précises en tout cas, sur ces questions de délaissage et sur les aides financières mobilisables. N'hésitez pas à vous rendre sur le site évidemment de l'État pour les aides, hein, puisque donc vous avez toutes les modalités qui seront expliquées. Le décret est tout juste parvenu s'agissant de l'amortisseur électricité. Donc on a plus de précision, mais encore une fois, vous n'avez pas de démarche à faire, ça arrivera directement, ça impactera directement votre facture dès le mois de janvier. Je ne sais pas, Fanny, s'il y avait déjà des questions qui avaient été recensées au sein du chat pour cette première partie. On a Raphaël Guivard qui a levé la main, donc s'il y a une question, eh bien, c'est le moment. Du coup, Sylvain, c'est toi qui donne la main. C'est bon. Je pense. Alors. Est-ce que le micro est ouvert? Ouais, il faut qu'il ouvre le micro, par contre. Ah, voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est, c'est bon. Excusez-moi. Pour l'amortisseur électricité, vous dites qu'il n'y a pas de démarche à faire, le calcul est automatique par le fournisseur d'électricité. Oui. S'il y a on va dire un défaut, c'est-à-dire que l'entreprise pense percevoir une aide et être bénéficiaire, mais qu'elle ne l'est pas, vers qui elle doit se tourner dans ces cas-là? Et qu'en fait, vous vous rendez compte sur votre facture que vous n'en avez pas bénéficié, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors écoutez, oui, c'est une bonne question. Il n'y a pas de hotline aujourd'hui associée à votre fournisseur d'électricité, normalement, est l'interlocuteur privilégié hein, pour répondre et justifier le fait que vous n'en ayez pas bénéficié. À partir du moment où vous avez un compteur électrique d'une puissance supérieure à 36 kVA, alors le prix de référence, il y a cet exercice qui n'est pas non plus très, très simple hein, quand même, mais en fait, vous avez bien compris que vous n'allez pas en bénéficier peut-être systématiquement. C'est voilà, si jamais la partie, on va dire variable de votre facture dépasse les 180 € le mégawattheure, là, ça se déclenche en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'était fixé initialement à 360 € le mégawattheure et ça a été diminué à 180. Donc, ça élargit normalement effectivement le panel de bénéficiaires potentiels, on va dire. Mais votre fournisseur reste votre interlocuteur. C'est pas l'État n'a pas mis en place de ligne de référence hein, c'est le fournisseur. Ok. Et on a merci Marion. On a une deuxième question. Le bouclier tarifaire se poursuit jusqu'à quelle date? Est-ce que Sylvain, là-dessus, vous avez des compléments d'information sur le bouclier tarifaire? Aujourd'hui, moi, j'ai pas de date de fin annoncée. Pour l'instant, c'est fin 2023. Hein, donc, voilà, hein, donc on reste sur, enfin, ils n'ont pas anticipé effectivement. Vraiment, ces trois aides-là se cumulent en fait. Hein.
c'est-à-dire que l'aide d'urgence, voilà, elle est mobilisable par certaines typologies d'entreprises. Pour les tout petits, le bouclier tarifaire qui se maintient jusqu'en 2023, et ceux qui rentrent pas dans ces deux cases-là, l'amortisseur électricité qui là aussi prendra fin au 31 décembre 2023, tel en tout cas que c'est annoncé par le gouvernement à ce jour. Ok, merci Marion. Je voudrais juste rajouter un petit point, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, il faut quand même garder une certaine vigilance sur sa facture d'énergie au mois de janvier. Et si vraiment vous voyez une augmentation trop importante, je vous conseille de reprendre contact avec votre fournisseur d'énergie pour pouvoir justement régler ce problème. Tout à fait. Toujours de la vigilance, hein, effectivement, sur ces factures. Justement, Sylvain et Juliette sont nos deux intervenants. Donc, Sylvain Groseille, qui vient de prendre la parole, représente donc la structure Alizé, qui s'adresse donc pour le compte de Nantes Métropole aux entreprises du petit tertiaire, voilà, en dessous de 1000 m², les commerçants et puis toutes les TPE, PME, en deçà de ce seuil, seuil qui peut paraître artificiel, mais qui est tout simplement en fait calqué sur le fameux décret tertiaire qui distingue bien les plus et les moins de 1000 m². Et s'agissant des plus, c'est Juliette Lavis de Novabil qui va prendre le relais et qui va nous expliquer un petit peu les obligations de ce décret tertiaire, comment faire des opportunités et puis évidemment comment agir, quoi, tout simplement. Donc Juliette, c'est à toi. Merci beaucoup Marion pour cette introduction. Je vais vous partager tout de suite mon support. Hop. Voilà. Effectivement, on voit bien que le contexte aujourd'hui de crise à la fois énergétique et qui entraîne aussi un peu des conséquences économiques n'est pas sans aller dans le sens, en tout cas, des économies d'énergie et des questions autour de la rénovation. Alors, en quelques mots, qui sommes-nous chez Novabuild? On est l'association des professionnels de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement en Pays de la Loire. On regroupe aujourd'hui plus de 420 adhérents engagés sur toutes ces questions liées au dérèglement climatique. Et nos objectifs, on les a appelés A2BC pour atténuation et adaptation face au dérèglement climatique, conservation de la biodiversité et circularité de la ressource. Et avec le soutien de Nantes Métropole, on a développé une série d'actions autour de cette question de la rénovation du tertiaire depuis maintenant quelques années. Et aujourd'hui, on l'a formalisé sous le terme de l'école du tertiaire bas carbone qu'on mène en partenariat avec l'IFPEB, que je remercie aussi puisque la majorité de mes supports sont issus de l'IFPEB, et avec l'École supérieure du bois qui accueille nos événements en présentiel. Et on est bien sur des actions qui sont dédiées à cette question de la rénovation du tertiaire. Donc, pourquoi rénover? On en a parlé, hein, crise énergétique, crise économique, mais pas que. Tu en as dit un mot en introduction, Marion, et en écho à ce plan climat, air, énergie de Nantes Métropole. Au niveau national, il y a la stratégie nationale bas carbone qui a été élaborée par l'État, qui doit nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et ainsi nous permettre d'atteindre collectivement, de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Aujourd'hui, il faut savoir que le poids carbone d'un Français, c'est 9 tonnes de carbone par an. Pour atteindre cette neutralité, on doit diviser par plus de 4 puisqu'on doit atteindre 2 tonnes par personne et par an de carbone émis. Et au sein de ces 9 tonnes, en fait, le secteur de la construction représente à lui tout seul un quart de ces émissions. Et si on fait un petit zoom justement sur le secteur de la construction, au sein de ce secteur-là, les émissions du tertiaire représentent elles aussi un quart. Et là, ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que les 3/4 de l'effort, en fait, sont en lien avec la réduction des consommations énergétiques. Et en conclusion, la rénovation des bâtiments tertiaires, c'est bien le levier principal de réduction des consommations. Et c'est bien toute la finalité de ce fameux décret tertiaire qui est d'accélérer la rénovation du parc pour diminuer ses consommations énergétiques et donc diminuer son poids carbone et atteindre
la neutralité carbone en 2050. Alors, quelques ordres de grandeur assez rapidement sur le parc du tertiaire en Pays de la Loire. Quand on parle de tertiaire en Pays de la Loire, on parle d'un peu plus de 50 millions de mètres carrés chauffés. Et ce qu'on peut voir sur le premier graphique, c'est une grande hétérogénéité au niveau des activités concernées. Ce n'est pas seulement les activités de bureau, j'y reviens par la suite. Sur le deuxième graphique, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est qu'aujourd'hui encore, près de 50% des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires sont liées à la question du chauffage. Et si on prend en compte l'eau chaude sanitaire et le refroidissement, alors ça représente 2/3 des consommations énergétiques. Ce qui veut dire qu'on a des actions très fortes à jouer sur cette question du bâtiment pour réduire les consommations énergétiques du parc tertiaire. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce graphique, c'est qu'on voit que plus d'un quart des consommations sont liées aussi à ce qu'on appelle l'utilisation de l'énergie spécifique. Et l'énergie spécifique, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'éclairage, ça va être tout ce qui va être informatique, numérique. En fait, c'est tout ce qui va être au bout d'une prise. Donc là, on comprend bien que le principal levier qu'on aura, ça sera bien sur la question des usages et des usagers. Donc, on a bien 2 volets sur lesquels on va pouvoir agir. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, le fameux décret tertiaire. Alors, le décret tertiaire, c'est un dispositif qu'on qualifie d'inédit et d'ambitieux. Alors, inédit déjà parce qu'il adresse le parc tertiaire existant. Habituellement, on a plutôt l'habitude de réglementation dans le secteur du bâtiment qui concerne le neuf. Là, on parle de l'existant et on parle aussi de plus de 70% des surfaces tertiaires existantes. Donc, c'est vraiment un dispositif extrêmement ambitieux. Toutes les parties prenantes sont concernées, c'est-à-dire aussi bien les locataires que les propriétaires. Et là où c'est également particulièrement inédit, c'est qu'on va parler d'un point de vue énergétique, d'énergie sortie de compteurs facturés. Habituellement, traditionnellement, sur les réglementations pour le bâtiment, on est plutôt sur des méthodes de calcul et on ne prend pas forcément tout en compte. Là, en fait, on va se baser sur la facture d'énergie. On est sur des objectifs également très ambitieux, puisqu'on va jusqu'en 2050, avec un certain nombre d'étapes intermédiaires tous les 10 ans, qui permettent aussi de donner une trajectoire sur le long terme. Un autre point assez inédit, c'est que ce dispositif éco-énergie tertiaire, il va s'appuyer sur une plateforme en ligne qui s'appelle Opera, dont certains ont peut-être déjà entendu parler, qui a été développée par l'ADEME. Et en fait, cette plateforme Opera, elle va permettre tous les ans à ceux qui sont concernés par le décret tertiaire de déclarer leur consommation énergétique. Et c'est peut-être là où ça va vous concerner, c'est que la première déclaration à faire, elle est à faire cette année avant le 31 décembre. Et ensuite, vous devrez la refaire tous les ans. C'est un peu comme les impôts, c'est le même principe. Donc, plutôt que de parler de décret tertiaire, on parle plutôt aujourd'hui vraiment d'un dispositif éco-énergie tertiaire dans sa globalité. Alors, qui est concerné? Donc, on parle de tertiaire, mais si on reprend un peu les définitions officielles, qu'est-ce que le tertiaire? Alors, le tertiaire, on le définit comme ce qui n'est pas primaire. L'activité primaire, c'est l'exploitation de la ressource naturelle. Et ce qui n'est pas secondaire, le secondaire étant la transformation des ressources naturelles, donc plutôt le volet industrie. Donc, ça veut dire que c'est bien sûr les bureaux, mais ça va être aussi tout ce qui va être café, hôtel, restaurant, ça va être les établissements d'enseignement, ça va être les établissements de santé, mais ça peut être aussi des activités de logistique qu'on a trop souvent tendance à mettre du côté industriel, mais qui en fait sont considérés comme du tertiaire. Et on est bien sur le parc tertiaire existant, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'existant, mais aussi le neuf. On prend le marchand et le non-marchand, on prend le public et le privé. Grosso modo, quasiment tout le monde est concerné. Donc, si vous vous posez la question, vous avez clairement plus de chances d'être concerné que de ne pas l'être. C'est à peu près la règle qu'il faut retenir. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer un petit peu de définition avec le premier mot-clé, j'ai envie de dire, du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est cette notion d'assujettissement. On parle
d'un assujetti, c'est est-ce que je suis assujetti, est-ce que je suis concerné par cette réglementation? Et là, la loi nous dit tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site, dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m², est assujetti. Donc, il y a effectivement ce fameux seuil des 1000 m² dont on a parlé en introduction. Mais ce que ça dit là, et c'est vraiment là où c'est important, c'est que vous ne devez pas forcément, vous, individuellement, dépasser les 1000 m². Si votre activité, elle est au sein d'un bâtiment qui fait plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Si votre bâtiment fait moins de 1000 m², mais qu'il est sur la même parcelle qu'un autre bâtiment qui ne vous appartient pas, mais la somme des deux fait plus de 1000 m², vous êtes assujetti. Si vos bâtiments individuellement font moins de 1000 m², mais qu'ils vous appartiennent tous sur des sites différents, vous êtes assujetti aussi. Si je prends mon exemple personnel, nous, chez Novabuild, on loue 70 m² de surface de bureaux tertiaires. Je ne suis pas assujetti à 70 m². Sauf que mon propriétaire, c'est la CCI. Eux, ils font plus de 1000 m² carrément. Donc, moi, Novabuild, je suis assujetti au même titre que mon propriétaire, la CCI, qui est assujetti. Et donc, on a bien une co-responsabilité au niveau de la déclaration avec mon propriétaire, parce que ça, c'est une autre spécificité de ce dispositif, c'est de ne pas dire qui doit faire quoi. On doit se mettre d'accord entre propriétaire et locataire. La deuxième notion essentielle à comprendre, ou en tout cas à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle. Alors, l'entité fonctionnelle, elle est définie par le chef de projet Opéra, Emerson Caban, comme un échelon auquel la déclaration et le calcul de respect des objectifs sont faits. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là que le dispositif éco-énergie tertiaire, il va vous fixer un objectif en termes de réduction des consommations énergétiques et qui va vérifier tous les ans si vous êtes bien sur le bon chemin pour atteindre cet objectif. Donc, vous me direz, oui, bon, bah, c'est mon bâtiment, c'est ma surface. Un petit peu plus complexe que ça. Une entité fonctionnelle, ça peut être effectivement un bâtiment, mais ça peut être aussi à une échelle plus fine qu'un bâtiment et ça peut être aussi à la fois un regroupement de bâtiments. Et je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je n'ai pas le temps. La seule chose qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que l'entité fonctionnelle, c'est la maille la plus importante, c'est le cœur du dispositif éco-énergie tertiaire. C'est à partir de là où tout va être calculé. Et donc, surtout, de ne pas hésiter à revenir vers moi ou à me poser des questions sur cette notion. Alors, quels objectifs on doit atteindre? Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut réduire, mais qu'est-ce qui a été donné comme objectif? Là aussi, le dispositif éco-énergie tertiaire, et c'est là aussi où c'est assez inédit, on vous laisse assez libre d'atteindre les objectifs comme vous voulez. Et donc, soit vous vous dites, je vais plutôt choisir l'objectif en relatif. Et dans ces cas-là, vous allez réduire progressivement votre consommation énergétique tous les 10 ans pour atteindre moins 40, moins 50 et moins 60% en 2050 par rapport à une année de référence que vous déclarez vous-même, comprise entre 2010 et 2019, sachant qu'on parle bien toujours de cette énergie sur facture. Ou alors, vous choisissez plutôt d'atteindre ce qu'on appelle un objectif en valeur absolue. Et là, par texte réglementaire, en fonction des catégories d'activités, tous les ans, on va définir des valeurs seuils en disant, ben voilà, pour les bureaux, vous devez atteindre en 2030 100 kWh par mètre carré par an. Voilà. Donc, on est vraiment sur une approche qui est très pragmatique, sur la base des consommations réelles et vraiment qui s'adapte le plus possible et qui vous laisse libre aussi de choisir comment vous atteignez. En fait, tout ce que veut le dispositif, c'est que vous réduisiez vos consommations énergétiques. Donc, en résumé, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis assujetti? Pas forcément en lien avec cette dimension de son activité, en lien avec cette question des 1000 m², mais pas forcément que les siens de mètres carrés. Si jamais on est assujetti, la deuxième question à se poser, c'est quelle est mon entité fonctionnelle? Et là, définir l'entité fonctionnelle, se mettre en lien avec son propriétaire ou son locataire en fonction de la situation et avoir un échange sur comment est-ce qu'on entre les données sur Opéra, comment on construit son plan d'action.
Alors justement, en parlant de plan d'action, la première des choses à faire, c'est de connaître son patrimoine. Pour certaines personnes, ça peut paraître assez simple. Effectivement, je suis une entreprise, je possède mon bâtiment, voilà, quoi. Après, dans certains cas de figure, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'à Nantes Métropole, on a beaucoup de bâtiments très différents les uns des autres et assez éparpillés. Donc, voilà, la première des choses, c'est vraiment avoir cette connaissance de son patrimoine. D'avoir la connaissance de son patrimoine, de savoir déjà aussi s'il y a des actions qui ont été réalisées. Est-ce qu'il y a déjà des plans d'action qui sont en cours? En avoir connaissance également. La connaissance du patrimoine va donc vous permettre de savoir si vous êtes assujetti, quelle est votre entité fonctionnelle et de définir votre situation de référence. Ces données-là vont vous permettre de réaliser votre déclaration sous Opera avant le 31 décembre. Vous allez devoir déclarer toutes les données administratives et bâtimentaires, votre consommation et année de référence, la consommation énergétique 2020 et la consommation énergétique 2021. C'est le plus dur à faire, c'est la première année. Les autres années, ensuite, vous n'aurez plus qu'à rentrer vos consommations annuelles. Donc, si vous êtes assujetti et que vous avez fait ce travail déjà de première identification d'années de référence et de consommation, vous allez pouvoir choisir quel objectif vous souhaitez atteindre, en relatif ou en absolu. Et soit, si vous n'en avez pas, élaborer un plan d'action, soit, si vous en avez déjà un, le mettre à jour ou vérifier sa bonne adéquation avec les objectifs à atteindre. En cas d'impossibilité d'atteindre des objectifs, il est laissé une possibilité d'élaborer un dossier technique pour moduler ces objectifs. Donc, voilà un petit peu comment ça se met un peu en ordre de marche. Ça peut paraître un peu complexe dans la phase de démarrage, mais il faut bien voir que ça ne changera pas jusqu'en 2050. On fait toujours en fait la même boucle jusqu'en 2050 pour vraiment atteindre ces moins 60% ou ces valeurs seuil qui seront édictées à ce moment-là. Je ne reviens pas sur la question propriétaire-locataire parce que je vois le temps qui tourne. Retenez juste qu'il y a vraiment une co-responsabilité. Ne pensez pas que c'est au propriétaire de faire la déclaration ou ne pensez pas que c'est au locataire de faire la déclaration. Il y a un vrai dialogue qui doit clairement s'installer entre les deux personnes et définir ensemble. Donc là, je vous ai mis, c'est vraiment clairement, c'est un exemple. On n'est pas du tout obligé de respecter cette liste d'actions, mais simplement à titre indicatif, voilà. Lors du premier échange, ça peut être bien d'avoir une grille un peu de ce type pour se dire, bon, alors, qui fait quoi? Qui rentre les données bâtimentaires? Qui rentre les consommations? Qui les a? Habituellement, on se dit, bon, bah, le bâtiment, c'est le propriétaire qui en a connaissance, c'est lui qui fait. Les consommations énergétiques, c'est plutôt le locataire ou l'occupant, c'est lui qui fait. Ce n'est qu'une situation possible. Dans mon cas, j'ai pris rendez-vous avec la CCI, on s'est expliqué, c'est eux qui font tout, moi, je ne fais rien. À l'inverse, j'ai des parents d'élèves qui ont la gestion d'une école privée. Leur propriétaire leur a dit, je ne ferai rien, c'est vous qui faites tout. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Vraiment, il faut retenir ça. Il y a vraiment un dialogue à avoir entre propriétaire et locataire. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet sur les 4 minutes qui me restent, et je m'excuse par avance, ça va être un peu court. Ce qu'il faut bien voir sur cette question du décret tertiaire ou du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est que sa finalité, elle est bien sur la réduction des consommations énergétiques. Vraiment, c'est vraiment ce qu'il faut bien retenir. C'est vraiment l'objectif final. Ce n'est pas d'aller rentrer des données pour les rentrer sur la plateforme Opera. Donc, et pour arriver à ce type d'économie d'énergie, il y a une vraie réflexion à mener au global sur la question de la rénovation. Et la première des choses à avoir en tête quand on parle de rénovation, c'est vraiment la question de la sobriété, de la réduction des consommations, parce que finalement, la meilleure énergie, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Et donc, pour ça, c'est de limiter le plus possible ces déperditions thermiques, d'avoir donc une bonne connaissance de l'état, pour le coup, de son patrimoine, via idéalement la réalisation d'un audit énergétique. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est travailler vraiment sur l'enveloppe pour limiter le plus possible les déperditions. Et ça va passer par l'isolation. Alors, hop, excusez-moi, ça a été trop vite. Voilà. Ça passe principalement
par la question de l'isolation, du remplacement des menuiseries, mais il peut être aussi extrêmement important d'être vigilant sur la question des protections solaires, notamment par rapport au confort d'été. Je ne vous rappellerai pas on a très froid là, mais on a eu très chaud cet été, et donc de limiter le plus possible le recours à la climatisation. Et donc là, ça peut passer par des brise-soleil, des stores extérieurs, ou encore prendre en compte la végétation extérieure qui peut avoir un impact clairement non négligeable. Je vous ai mis quelques exemples pour montrer aussi que la rénovation, ce n'est pas seulement une contrainte, loin de là. Donc là, on est sur l'exemple du siège d'une société qui a été réhabilitée. Il y a eu une isolation thermique par l'extérieur, il y a eu le percement de vitrage, pour optimiser les apports. Et à l'occasion de cette rénovation énergétique, ils ont aussi eu tout un réaménagement intérieur. Les usages ont été repensés avec une forte prise en compte, et les salariés ont été fortement impliqués, et ça a été une réelle plus-value pour eux. Et sur le côté esthétique, certes, chacun a ses propres goûts, mais bon, je pense qu'on sera assez d'accord pour trouver que c'est quand même une certaine amélioration. Un deuxième exemple, c'est la réhabilitation d'un restaurant universitaire à Poitiers. Là aussi, une isolation thermique par l'extérieur. Et là, c'était simplement pour indiquer que cette isolation thermique par l'extérieur, elle était avec des matériaux biosourcés, et notamment de la paille hachée. C'était pour indiquer que c'était des choses possibles aussi quand on parle de rénovation bas carbone. Donc, après avoir réduit au maximum ses besoins, il faut voir comment on va assurer quand même l'appoint. Et là, il faut viser à mettre en place des équipements efficaces. Et donc, il va falloir effectivement trouver un équilibre, trouver des compromis entre le confort d'hiver, le confort d'été. Et surtout, il sera possible de bien dimensionner ces équipements à ce moment-là. On a trop souvent tendance, quand on veut faire de la rénovation un peu vite, à se dire, bon, j'ai une chaudière au gaz, le gaz, ça coûte cher, ça consomme trop, tac, je retire, je mets une chaudière à condensation. Sauf que si on n'a pas travaillé sur l'enveloppe, on va surdimensionner sa chaudière, et celle-ci, elle consommera beaucoup trop ensuite, quand on va avoir in fine un travail sur l'enveloppe, mais qui arrivera trop tard. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette réflexion au départ de façon assez systémique. Et puis, une rénovation, ça doit bien être vu, ce que je disais, pas comme une contrainte, mais vraiment comme une opportunité. Ce n'est pas juste pour faire des économies, ça peut être l'occasion aussi de repenser un certain nombre d'usages, d'envisager de la mutualisation, de réfléchir sur le dimensionnement et de ses besoins. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous une salle de réunion? Est-ce qu'on peut mutualiser? D'avoir une réflexion par rapport au transport, comment est-ce qu'on peut favoriser la pratique du vélo, ou encore la prise en compte de la biodiversité, de l'environnement, du végétal, notamment sur ces questions d'îlots de fraîcheur. Je vais passer hyper vite parce que j'ai fini mon temps. Je voulais simplement vous montrer cette rénovation qui est carrément exemplaire. Elle date de 2014. Il s'agit de bureaux qui sont situés sur l'île de Nantes, et qui aujourd'hui reste une des rénovations les plus performantes de France. Il y a une grosse recherche autour de la sobriété, avec vraiment abaisser le plus possible les besoins, avec un gros travail d'isolation, alors que c'est un bâtiment classé et qu'il ne pouvait pas isoler thermiquement par l'extérieur, avec aussi un côté densification, avec cette surélévation bois que vous voyez à l'image. Mais ils ont aussi travaillé sur les transports, sur de l'autoconsommation avec du photovoltaïque. Voilà, vraiment une rénovation pensée dans sa globalité. Ça existe, c'est possible, mais ça nécessite effectivement une réflexion amont. Et pour finir, je sais que je n'aurai pas le temps de les passer toutes, tout ceci, bien sûr, a un coût non négligeable. Et c'est pour ça que dans un premier temps, avant de commencer des travaux très coûteux, vous pouvez tout de suite, d'ores et déjà,
mettre en place un certain nombre d'actions assez faciles qu'on appelle des mesures quick win, c'est-à-dire des mesures rapides et avec un gain assez rapide aussi en retour. J'en ai parlé un peu en introduction. Ça va être tout ce qui va être en lien avec la gestion et l'exploitation. On ne le dit pas assez souvent, mais il faut bien penser à entretenir, à faire une maintenance, à vérifier que vos appareils sont correctement paramétrés. J'ai encore trop souvent, moi, des entreprises au téléphone qui m'expliquent que leur chaudière, elle est configurée comme un particulier, qu'elle tourne le week-end et le soir, alors qu'eux ne sont pas là et n'arrivent pas à régler leur chaudière. Il faut bien sûr vérifier les contrats, on en a parlé en intro, mais régulièrement, quand on a déjà fait des travaux ou avec l'évolution des machines, les puissances et les besoins en puissance diminuent, mais le contrat, on ne l'a pas forcément pensé à l'ajuster non plus. Et puis, il y a plein de petits travaux sur des questions d'éclairage, de calorifugage, d'installation de thermostats qui peuvent vous apporter assez rapidement des gains. Et enfin, il faut vraiment, vraiment pas du tout le négliger. Il faut vraiment que les usagers, vos salariés, se sentent pas du tout sur quelque chose de subi, mais vraiment qu'ils participent dès le début à l'élaboration en fait, de toutes ces mesures de réduction des consommations énergétiques. Ils doivent être partie prenante, sinon ça ne fonctionnera pas. Votre bâtiment pourra être le moins énergivore possible. Si vos salariés ne sont pas sensibilisés, vous n'arriverez pas à réduire vos consommations. Tout ça, je ne l'ai pas sorti moi toute seule de ma petite tête. Je rends à César ce qui appartient à César. Ces 10 actions, vous pouvez les retrouver au sein d'un webinaire qui a été réalisé par l'ANAP. Je vous ai mis le lien, vous aurez le support. Donc, voilà, c'était sur un webinaire d'1 heure. J'y ai passé à peu près 2 minutes. Donc, je vous invite à le consulter si vous voulez en savoir plus. Et puis, pour finir, pour vous présenter concrètement l'accompagnement qu'on peut faire chez Novabuild. Aujourd'hui, et grâce au soutien de Nantes Métropole, qu'on remercie à nouveau, on est ravis d'accueillir chez Novabuild Margot, chef de projet rénovation et réhabilitation, qui va mener des actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement sur toutes ces questions de rénovation et de réhabilitation, et également donc qui aura en charge le volet accompagnement à la mise en œuvre du dispositif éco-énergie tertiaire. Voilà, je vous remercie. Désolée encore une fois pour avoir été un peu au pas de charge et en tout cas à votre disposition pour répondre à vos questions maintenant ou plus tard. Alors, merci Juliette. On a une question d'une personne de Cap Ouest qui nous demande si la déclaration sur Opéra est-elle obligatoire? Si vous êtes assujetti, oui, c'est un peu comme les impôts. C'est ça. C'est la réponse que j'ai apportée. Et donc, pour comprendre si vous êtes assujetti, donc Juliette a donné les grosses mailles, mais Ouais. il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour. Oui, il y a des schémas. Alors, dans la présentation qui vous sera transmise, il y a toute une partie annexe avec une quarantaine de slides et notamment il y a un schéma sur l'assujettissement pour essayer de voir si vous l'êtes ou pas. Ouais. Merci Juliette. Oui, on vous le répète, on vous transmettra les supports évidemment qui pourront être appréhendés à tête reposée. Et pour faire le lien donc avec là c'était le volet un petit peu réglementaire, obligatoire, effectivement du décret tertiaire, mais on peut aussi agir de façon proactive et volontariste et c'est un petit peu l'objet de l'intervention donc d'Alizé pour les structures donc de moins de 2000 m² qui peuvent aussi agir à leur niveau avec un accompagnement personnalisé donc d'Alizé que Sylvain va vous présenter. Du coup, Sylvain, c'est à toi. Ok. Très bien. Donc, alors je suis parti. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu la partie accompagnement qu'on peut proposer avec Nantes Métropole sur les entreprises de moins de 1000 m², parce qu'elles aussi, elles ont des problématiques, on va dire, énergétiques, pas forcément liées à des exigences suite au décret tertiaire, mais plus par rapport à des notions de pérennité et de facture énergétique. Donc là, c'est un peu pour vous situer un peu comment on a un peu partagé le gâteau, on va dire, entre guillemets, mais moins de 1000 m². Donc nous, on fait aussi de l'animation en partenariat donc avec les développeurs économiques. Donc ils ont un programme, chaque pôle de proximité a un programme d'accompagnement
d'animation donc, qui vous sera fourni. Et donc, au sein donc, de ce programme, qui est le programme SAR, qui est, dans lequel on a conventionné avec Nantes Métropole, donc on fait du conseil personnalisé. Alors, Alizé, qui on est une association qui a plus de 30 ans, située sur la Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique, donc avec 3 antennes. On est maintenant 70 salariés. Une grande partie sont les espaces France Rénov' et à destination des particuliers. Mais on travaille aussi sur d'autres thématiques qui sont la sobriété énergétique, les ENR, la mobilité et l'éducation. Donc voilà. Donc notre service qu'on propose de conseil est gratuit, neutre et indépendant. Et c'est vraiment important de le dire. Alors, on a, donc juste rapidement, parce qu'il faut répondre aux questions, on a aussi, donc on a un premier conseil, un conseil de premier niveau qui est accessible soit par téléphone, sur une plateforme téléphonique, soit par mail. Donc, vous avez les coordonnées qui sont sur l'écran. Donc, ce conseil, il est justement pour répondre au premier questionnement que les entreprises peuvent se poser en termes soit d'aide financière, soit de choix de matériel, de projets de travaux pour se donner un peu des voies vers quelle orientation aller vers les travaux, mais aussi orienter vers les interlocuteurs adaptés, que ce soit pour du photovoltaïque, que ce soit pour d'autres des problèmes juridiques, que ce soit pour… voilà, on essaye de répondre, d'orienter vraiment l'entreprise. On envoie une réponse par mail donc, avec toutes les informations. Et si vraiment donc le sujet demande à être creusé et vraiment sur place, on propose un diagnostic donc sur place. Donc on fait une visite sur place avec donc de la prise de mesure, avec plusieurs outils. On peut faire de la modélisation de projet, on sensibilise aux éco-gestes aussi, on peut faire de l'analyse de factures. Tout ça, c'est un accompagnement qu'on fait sur site. Et donc, pour répondre déjà à une problématique de l'entreprise, mais aussi pour leur donner parfois des feuilles de route à suivre pour aller vers la performance énergétique. Donc, ça, c'est un exemple de rapport hein, qu'on fait donc, avec un état des lieux on fait un état des lieux du bâtiment et des systèmes qui sont liés aussi, hein, type de chaleur, éclairage, ventilation. Et après, on fait de la préconisation qui est donc documentée avec des liens qui peuvent justement aller plus loin dans la démarche. Donc, des préconisations qui suivent le scénario négawatt. On va parler d'axes de sobriété. Donc, tout ce qui est des gestes simples déjà qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour pouvoir faire des économies d'énergie. Autant que ce soit sur l'eau, sur la ventilation, sur le chauffage, sur l'éclairage, des choses très simples qu'on peut mettre en place. Ensuite, on va développer un axe d'efficacité énergétique qui est là plus sur de l'investissement un peu plus conséquent, que ce soit de l'isolation, du chauffage, de la ventilation essentiellement, mais aussi sur des stratificateurs, par exemple, dans les entreprises, sur de la récupération d'eau de pluie. Tout ça, on essaye aussi d'y associer les aides financières et les liens avec les aides financières qui sont mobilisables. Donc, je vous présenterai la suite par la suite. Donc voilà, ce rapport, il vous est destiné, on vous l'envoie par mail et avec une copie aux développeurs économiques. Donc, comme ça, la Nantes Métropole est aussi au courant de vos projets. Et voilà. Et puis après, on peut aussi répondre aux questionnements suite au rapport. Le conseil, il ne s'arrête pas juste à la fin de la visite ou à la fin du rapport. Il peut y avoir des échanges et il y a souvent des échanges après avec les entreprises. Ensuite, donc ça, c'est les premiers dispositifs que vous pouvez prendre en termes de conseils. Donc, les coordonnées sont sur la présentation, donc il n'y a pas de souci. Sur Nantes Métropole, donc à partir de 2023, on va mettre en place une permanence conseil pour les entreprises. Donc ça, c'est, on va dire, un conseil intermédiaire qui va se faire en mairie et dans les pôles de proximité de Nantes Métropole. Donc, à même niveau que les permanences qu'on peut faire pour les particuliers, on vous propose un conseil qui dure un peu plus longtemps que pour des particuliers, enfin, un conseil de 30 minutes.
voilà, sur justement pour un peu éclaircir vos projets, si vraiment vous avez vraiment besoin pour répondre à vos questions sur vos factures, sur la maîtrise de l'énergie, sur des projets de rénovation, sur des aides financières. Donc, on peut être aussi présent sur ces permanences. Donc, ces permanences, ça se font via le lien donc, qui est indiqué ici, donc sur les espaces France Rénov'. On a pris le même support. Et donc, on peut voir, vous choisissez votre lieu d'habitation, donc Nantes, moi j'ai mis là sur l'exemple, c'est marqué Nantes, et vous choisissez entreprise, commerce, artisanat, et vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, vous avez tous les créneaux qui sont disponibles. Il suffit de cliquer sur le créneau et de rentrer vos coordonnées. Voilà. Idéalement, c'est pas mal d'arriver avec ces factures d'énergie aussi, ce qui permet aussi de faire le lien avec la rénovation énergétique. Et les lieux de permanence donc, qui sont proposés, donc il y en a à Bougnay, à Vertou, à Rezé, donc Saint-Herblain, à Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Boiseau et sur les différents pôles de proximité. Donc ça, c'est la partie accompagnement qu'on peut proposer donc, aux entreprises. Et donc, vous avez les contacts donc, sur ce flyer de Nantes Métropole. Et mon contact aussi, vous pouvez me contacter directement si vous avez vraiment besoin de questions. Voilà, moi, j'essaye de répondre sous 48, 70 heures maximum, suivant le timing. Mais assez rapidement, il faut quand même être assez réactif vis-à-vis des entreprises. C'est vraiment une volonté qu'on veut dans cette démarche. Donc voilà, à cela s'associent donc aussi les animations qu'on met en place avec les développeurs économiques, donc qui vous seront communiqués via leur réseau. Et là, je vais vous présenter assez brièvement, donc j'ai 5-10 minutes, 5 minutes, j'aimerais bien pour avoir les questions ensuite, donc sur les aides financières. Donc je vais vous lister un peu les aides financières qui sont disponibles pour les entreprises sur la rénovation énergétique. Nous avons d'abord les certificats d'économie d'énergie. En fait, les certificats d'économie d'énergie, au même titre que pour les particuliers, elles concernent toutes les entreprises tertiaires, qu'elles soient locataires ou propriétaires. Donc, tous travaux d'amélioration énergétique dont les listes, les fiches sont identifiées sur le site de l'ADEME. Donc, ça peut être de l'isolation, ça peut être de la ventilation, ça peut être de l'amélioration de matériel. Voilà, il y a plusieurs thématiques, plusieurs fiches qui sont indiquées avec ce qui est important, c'est de respecter les caractéristiques techniques pour avoir ces aides-là. Les points particuliers, justement, sur les certificats d'économie d'énergie, c'est que pour les entreprises, il n'y a pas de nécessité d'être RGE, contrairement aux particuliers. Il y a un coup de pouce chauffage pour la PAC, RO et pour la biomasse. Et que aussi, contrairement aux particuliers, la climatisation est aussi éligible au certificat d'économie d'énergie. Et autant aussi que les déstratificateurs. Voilà, je suis parti trop loin. Mince. Ah, attendez, petite. Je reviens. Voilà, là, excusez-moi. Ce qui est important, ce que je voulais vous dire, ce qui est important aussi sur les certificats d'économie d'énergie, c'est qu'elles se font auprès d'un obligé. Donc, c'est un fournisseur d'énergie essentiellement. Donc, ça peut être le vôtre, ça peut être un autre. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre propre fournisseur d'énergie. Et que le dossier se fait avant signature auprès de l'obligé, se fait avant signature du devis. Donc, il y a des plateformes Internet des obligés qui sont dédiées. Et vous pouvez tout à fait aller donc ouvrir ce dossier, vous mettez votre devis non signé et après, donc ça, c'est l'ouverture du dossier. Vous faites vos travaux, vous signez votre devis, vous faites vos travaux et une fois que vous serez acquitté des travaux, vous pouvez renvoyer la facture acquittée donc, sur la plateforme qui vous donnera ensuite, et l'obligé vous reversera ensuite les certificats d'économie d'énergie. Un autre point, une autre aide qui est assez importante, qui est le fonds chaleur de l'ADEME, en fait, pour tout ce qui est amélioration des productions de chaleur renouvelables, alors qu'il se soit du solaire thermique, de la géothermie, de la chaudière biomasse, la récupération de chaleur fatale aussi, et le réseau de chaleur qui se développe sur Nantes Métropole de plus en plus.
vous avez des aides à l'étude et à l'investissement. Une particularité sur Nantes Métropole, c'est que vous pouvez aussi contacter le Nantes Métropole qui peut vous accompagner aussi sur cette thématique avec Bérénice Rolette. Une autre aide qui existe, c'est les prêts de la BPI. Alors, il y a c'est des prêts à taux préférentiel qui sont, alors, suivant les sommes, qui sont allouées et en fait qui permettent aux entreprises de bénéficier d'un prêt à taux réduit pour tout ce qui est travaux qui sont liés au certificat d'économie d'énergie. L'avantage, c'est que l'entreprise peut rembourser son prêt à partir de 2 ans une fois que le prêt a été validé. Donc, ça, c'est un des points. Et pour le prêt économie d'énergie, il ne demande pas de garantie bancaire. Ensuite, pour le prêt vert, c'est une association qui se fait avec votre banque et parce que les sommes qui sont dégagées sont beaucoup plus importantes. Et enfin, alors un point qui est pour les restaurants, hôtels, gîtes. En fait, il y a depuis le 1er juillet 2022 une augmentation des territoires qui peuvent bénéficier du Fonds de tourisme durable. Et sur Nantes Métropole, il y a plus d'une dizaine de communes qui sont maintenant éligibles à ce Fonds de tourisme durable. Et elles permettent d'avoir des aides sur la notion d'isolation, de ventilation et aussi sur le matériel, sur le process pour améliorer les performances énergétiques des process. Donc ça, c'est une aide qui est vraiment destinée aux hôtels, restaurants, gîtes, campings essentiellement. Donc il y a un code NAF à respecter justement pour avoir droit à ce fonds de tourisme durable. Et enfin, il y a d'autres aides auxquelles on n'y pense pas forcément, c'est les aides de la CARSAT qui peuvent parfois, dans le cadre d'amélioration de process ou surtout d'amélioration de process, un four à pain par exemple pour un boulanger ou pour des outils, différents modes. Vous pouvez avoir des aides financières, on n'y pense pas beaucoup. Et ensuite, je vous invite à aller sur le guide des nationales, donc les aides.fr, qui est un site de la CCI, et surtout le site de la mission de transition écologique, qui liste l'ensemble des aides financières à la rénovation. Voilà, donc j'ai terminé. J'arrête le partage et puis maintenant, on peut passer aux questions, si vous voulez. Merci beaucoup, Sylvain. J'insiste, avant les questions risquent d'être un peu insistantes, justement, mais vraiment, le conseil que propose Alizé est neutre, gratuit et indépendant. C'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise non soumise au décret tertiaire en dessous de 1000 m², vous avez besoin d'objectiver un devis. Vous vous posez des questions sur votre bâti, sur les aides mobilisables. Encore une fois, mais ayez le réflexe Alizé, puisque il faut en user et abuser. Il est très professionnel et Sylvain sera un plaisir de vous répondre. Vraiment, j'insiste. Et Fanny, il y a peut-être des questions qui ont été recensées sur cette partie-là? Non, pas de questions pour l'instant, mais du coup, si vous voulez les poser en direct. En direct, n'hésitez pas. Voilà. Dans l'intervalle, vous dire aussi que en cette période particulièrement sensible là autour de ces questions d'énergie, Nantes Métropole et les partenaires déploient donc un cycle d'animation territoriale, donc vraiment au plus près de vous. On essaie d'aller à votre contact pour discuter de ces sujets-là. Ce webinaire fait partie d'un cycle d'animation global que nous proposons donc à l'échelle de l'ensemble des pôles de proximité qui maillent le territoire de la métropole. Fanny, je pense qu'on va pouvoir envoyer le lien peut-être via soit le question-réponse, soit le chat. Je Ouais. l'ai mis sur le chat, pardon, mais je ne sais pas, je pense que… Est-ce que vous voyez tous le lien entreprise.nantemétropole.fr c'est du coup le lien qui vous détaillera en fait l'ensemble des animations qui sont proposées à vous, les entreprises. Encore une fois, on n'est pas sur une cible grand public. C'était vraiment comment on s'adresse à vous, comment
on crée le dialogue entre nous sur ces sujets-là. Donc, différentes animations qui revêtent différents formats. On est là, typiquement aujourd'hui, c'était un webinaire. On fait aussi des ateliers spécifiques avec les commerçants, parce qu'on sait qu'il y a des questions très, très spécifiques, très particulières autour de la maîtrise des consommations énergétiques. On vient sur une formule petit déjeuner en territoire pour discuter précisément des problématiques des commerçants. On va aussi intervenir à des échelles de zones d'activité dans des entreprises pour justement, Juliette en parlait tout à l'heure, comment fédérer les salariés autour des usages en fait, parce que comme tu disais si bien Juliette, on peut faire le bâtiment le plus performant qui soit. Si on laisse la fenêtre ouverte ou la clim tournée, de façon excessive, évidemment, les usages ont une importance essentielle. Donc voilà, on essaie de venir à votre contact. N'hésitez pas si vous avez l'occasion à participer. Il y en a sur l'ensemble des communes de la métropole et vous êtes les bienvenus. Et tout ça est à nouveau, je le rappelle, gratuit pour vous. Et on a en tout cas la vocation de formuler un discours complètement neutre et indépendant. Encore une fois, nous n'avons rien à vendre. Donc, c'est vraiment… Oui. Oui. Est-ce que du coup, Sylvain, toi, tu peux mettre le lien parce que je pense qu'on ne voit que entre nous et que les participants ne voient pas le lien que j'ai déposé. Le lien vers notre agenda d'événements, oui, d'accord. Ouais. D'accord, je le fais de suite. Je l'ai mis, ouais. Je pense que c'est ça Ouais, il est là, hop. Ce que tu as mis. Ah oui, effectivement. Bozo et Panéis, il faut le mettre à tout le monde. Ouais, j'ai pas la main. On n'a pas la possibilité, Ah oui, nous, oui. d'accord. C'était pour ça. Et ben voilà. C'est envoyé à tout le monde. Je vérifie, voilà. C'était ça les remarques des participants. Oui, dans le chat. Ouais. Okay. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on vient de battre un petit record. On a quasiment respecté le timing. Il est 13h02. On n'est pas peu fiers de cet exploit collectivement. En tout cas, on voulait vous remercier sincèrement de votre participation à ce webinaire. Il y a un temps bis, on vous l'a dit, si vous voulez peut-être écouter plus précisément une partie, le 15 décembre sur le même créneau horaire, midi 13h, avec les mêmes participants. On vous envoie on envoie à tous les participants les supports aussi qui ont été présentés aujourd'hui. Exactement. Et puis, surtout, vous souhaite une bonne continuation et puis de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et on espère vous revoir à l'occasion de nos différentes animations territoriales. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et bonne fin de journée. Au revoir.